si vous n'avez pas vu l'exercice 1 et 2, vous appuyez sur la vidéo qui va apparaître là en haut. Ça va vous diriger vers la vidéo qui traite de l'exercice 1 et 2. Donc, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour des futures corrections. Ok, nous allons commencer par l'exercice 3, question 1A. On nous dit ici, en vous servant de ce tableau, déterminez l'ensemble de définitions de F. Voilà, donc c'est ici qu'on va lire cet ensemble-là. Il est facile de voir que 3 demi est exclu. Ça veut dire qu'ici, notre DF est tout simplement R sauf 3 demi. Donc on va noter moins l'infini, 3 demi exclu, union, 3 demi exclu jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc voilà notre domaine de définition. Question B, on nous demande de déterminer l'ensemble des solutions de chacune des inéquations suivantes. Allons-y. Voilà, nous allons donc déterminer l'ensemble de solutions lorsque la dérivée de f est inférieure à 0. On regarde notre tableau au niveau de la dérivée de f. F de x est inférieur à 0 à ce niveau-là. Et ce niveau-là correspond à 1, 3 demi, union, 3 demi à 2. Donc, on va mettre ici la solution, c'est 1, donc on ferme parce que c'est inférieur ou égal. Donc 1 jusqu'à 3 demi exclu, union 3 demi exclu jusqu'à 2 et on ferme. On exclut à 3 demi parce que notre dérivée n'est pas définie en 3 demi. Donc nous allons prendre le deuxième qui dit f de x supérieur ou égal à 6. Voilà. F de x supérieur ou égal à 6. Dans ce cas-là, on va regarder au niveau de f de x. Dans quel cas f de x est supérieur ou égal à 6? Dans ce cas-ci. Okay? Donc, ici, nous voyons bien que la courbe vient vers 6 et remonte. Donc, ici, c'est au-dessus de 6. Okay? Donc, on aura solution égale. Et ça correspond à 3 demi jusqu'à plus l'infini. Donc, 3 demi exclu jusqu'à plus l'infini. Et on passe à la question suivante. La question suivante nous dit, on donne f de x égale à ceci. On nous dit de démontrer que d y égale à 2x plus 1 est asymptote. Allons-y. Voilà, allons-y. On va dire ici que on va d'abord donner la condition. D est asymptote si D est asymptote si limite lorsque x tend vers l'infini de f de x moins y égale à 0. Voilà. Donc, on a y qui vaut ceci et on a notre f de x qui vaut ceci. Donc, nous allons calculer. Donc, calculons. On va d'abord calculer f de x moins y. Voilà, ça donne. Voilà, on va donc calculer cette chose-là. Donc, on va mettre d'abord au même dénominateur. Donc, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 3 et l'exercice 4. Voilà, on va développer ceci. Voilà, ça nous donne 4x carré moins 4x moins 3. Ok. Maintenant, on va tout simplement faire 4x au carré moins 4x au carré, ça fait 0. Moins 4x plus 4x, ça fait 0 également. Donc, on aura ici moins 2 plus 3, ça fait 1 sur 2x moins 3. Donc limite lorsque x tend vers l'infini de f de x moins y égale à limite lorsque x tend vers l'infini de 1 sur 2x moins 3. Voilà, ici ça nous donne bien 0. Voilà, donc voilà, là on peut dire que D est asymptote oblique à CF et on passe à la prochaine question. Là, la prochaine question nous dit de démontrer que le point oméga est centre de symétrie. Allons-y. Voilà, on va donc démontrer que oméga est centre de symétrie à SRF. On va donc dire oméga est centre de symétrie si f de 2 fois 3 demi, 2 fois 3 demi, ici ça sera moins x, on ferme, 2 fois 3 demi plus f de x égale à 2 fois 4. Et ici on met les coordonnées de notre centre, de notre oméga. Ok, on met les coordonnées de oméga ici et là. Donc ici il n'y a pas cette parenthèse là. Voilà. Maintenant
On va donc calculer, on va donner l'équivalence, ça équivaut à f de 2 fois 3 demi, ça fait 3 moins x plus f de x est égal à 8. Donc on doit donc déterminer que ça, ceci égale à 8. Si ceci égale à 8, alors oméga est angle de symétrie ACF. Donc on va donc calculer cette chose-là. Donc ça va faire ici 4 facteurs. Partout il y a x, on remplace par 3 moins x. Donc 3 moins x au carré moins 4 facteurs de 3 moins x moins 2, le tout sur 2 facteurs de 3 moins x. C'est plus moins 3. Voilà. Donc ici, plus f de x c'est tout simplement x au carré moins 4x moins 2, le tout sur 2x moins 3. Voilà. Donc, on va donc dire doucement. Ici, 4, on va développer. Ici, on aura 9 moins 6x plus x au carré moins 12 plus 4x moins 2, le tout sur 6 moins 2x moins 3. Donc plus 4x carré moins 4x moins 2 sur 2x moins 3. Voilà, on descend. Donc ici on développe, ça va faire ici 36 moins 24x plus 4x carré moins, ici on va additionner les deux, ça va faire moins, donc je mets d'abord 4x, donc moins 14, le tout sur 6 moins 3, ça fait 3 moins 2x. Et on ajoute f de x. Voilà. Donc on continue. Ici, on effectue ce calcul-là. Ici, ça va nous faire 22 moins ça et ça va faire 20x moins 20x plus 4x carré. Le tout sur 3 moins 2x plus x carré moins 4x moins 2 sur 2x moins 3. Voilà. Ici, pour pouvoir mettre au même dénominateur, on va changer tous les signes qu'il y a ici pour qu'on inverse ceci, pour que ça ressemble à ça. Donc, on fait moins 22 plus 20x moins 4x au carré plus 4x carré moins 4x moins 20 moins 2. Le tout sur 2x moins 3. Voilà. Maintenant, il y aura beaucoup de choses à simplifier. Ça et ça vont d'abord partir. Donc, il va rester ici 20 moins 4x, ça fait 16x. Et là, on aura moins 22, moins 2, ça va faire moins 24. Voilà le tout sur 2x moins 3. Donc, ici, on va factoriser par 8. Donc, on factorise par 8. Ça va nous faire ici 2x. Et là, ça va nous faire 3. Voilà. 8 fois ceci va nous donner ceci. Donc, on divise par 2x moins 3. Donc, on va tout simplement simplifier comme ça. Ça va nous donner 8. On vient de démontrer que f de 3 moins x plus f de x égale à 8. Donc, ça veut dire que oméga est angle de symétrie à CF. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et on passe à la question suivante. Voilà, la prochaine question nous dit on désigne par G la restriction de f à l'ensemble. On a donné l'ensemble 1, 3 demi, union 3 demi plus l'infini. On dit à construire la courbe de la fonction G. Je ne vais pas construire cette courbe-là parce que vous savez déjà, on a déjà tout ce qu'il faut, le tableau de variation. On a déjà le tableau de variation, donc tracer cette courbe ne sera pas difficile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de respecter la restriction qu'on vous a donnée. Donc, vous devez représenter à partir d'ici jusqu'à plus l'infini, c'est J, c'est ce qu'on vous a donné ici, donc je ne vais pas tracer. On va tout simplement faire la question B qui nous dit déterminer l'ensemble des valeurs du paramètre M, le nombre de solutions dans l'ensemble de G de l'équation G de x égale à M. Allons-y. Donc, pour répondre à cette question, on va se servir de notre tableau de variation. Ok, donc on va se servir de ce tableau de variation là et de la monotonie de notre fonction G. Voilà. Donc, si, comme on voit ici, on voit une flèche qui descend, ça veut dire qu'on aura affaire à une unique solution. Donc, une unique solution, donc ça dépendra des intervalles qu'on va donner. Donc, quand c'est strictement croissant, on aura une solution. Strictement croissant, on aura une solution. Voilà. Donc, ça veut dire que ici, G aura une solution. Ici, G aura une solution. Et ici, G aura une solution. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que entre ici et là, c'est 2 et moins l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout m appartenant à moins l'infini jusqu'à 2, ok? Donc, ici, on va dire que g de x égale à m a une seule solution. Voilà. Deuxième point, on va dire pour tout m appartenant à ici. Ici, on remarque que c'est plus l'infini à 6 et 6 à plus l'infini. Donc, on va mettre ça comme de 6 à plus l'infini une fois. Donc, de 6 à plus l'infini, à chaque fois, on aura une solution ici et une solution là. Donc, g de x égale à m à 2 solutions. Voilà, vous voyez. Donc, entre de 6 à plus l'infini, on a 2 flèches. Voilà, 2 flèches qui sont strictement monotones. Donc, ici, c'est décroissante, strictement décroissante. Ici, c'est strictement croissante. Maintenant, au niveau de 6, 6 a une seule solution. Sa solution, c'est 2. Donc, ça veut dire qu'ici, on va lui mettre union 6. Parce qu'au niveau de 6, on a exactement une seule solution. Il y a l'espace entre 2 et 6. Donc, on va mettre ici, pour tout m appartenant à 2 jusqu'à 6. Donc, il y a un intervalle qu'on a sauté, 2 à 6. G de x égale à m n'a pas de solution. Voilà. Donc, c'est tout pour l'exercice 3 et on passe à l'exercice 4. Voilà, nous allons donc faire l'exercice 4. L'exercice 4 nous dit soit une suite numérique définie par ceci. Ok. Voilà, définie par ceci. Ici, c'est cos. Donc, on nous dit de démontrer que 3 cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 2 si et seulement si sinus carré de x égale à 1,5. Allons-y. Voilà, on nous demande de démontrer ceci si et seulement si sinus carré de x égale à 1,5. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va transformer ce cosinus en sinus. Comment? Parce qu'on sait que cosinus carré de x égale à moins 1 moins sinus carré de x. Donc, on va donc remplacer sinus carré de x par 1,5. Donc, partout il y a sinus carré de x, on remplace par 1,5. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous faire 3 facteur de 1 moins 1,5 plus 1,5 égale. Ok, on va donc faire égal, on va montrer que ça donne 2. Donc, égal à 1 développe. On va faire 3 moins 3,5 plus 1,5. Voilà. On met tout ça au même dénominateur. Ici, ça va faire 6 moins 3 plus 1, le tout sur 2. Ça fait quoi? Ça va faire 6 moins 3 plus 1. 6 moins 3 plus 1, ça fait 4 sur 2. Et 4 sur 2 nous donne bien 2. Donc ceci égale à 2 si et seulement si sinus carré égale à 1,5. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et on passe à la question suivante. La question suivante nous dit de déterminer dans moins pi sur 2 les valeurs de x pour lesquelles 3 cos carré de x plus sin carré de x égale à 2. Allons-y. Voilà, allons-y. On a vu précédemment que ceci égale à 2. Ça équivaut à sinus carré de x égale à 1 demi. Donc, ça là égale à 2 pour sinus carré de x égale à 1,5. Si sinus carré de x égale à 1,5, ça veut dire que sinus de x égale à moins racine de 1,5 et sinus de x égale à racine de 1,5. Donc ça donne 2 valeurs. Ici, ça va nous donner racine de 2 sur 2, donc moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Ok? Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir que racine de 1,5 égale à racine de 2 sur 2, il suffit. Donc je vous montre ça ici. Maintenant, pour quelle valeur de x sinus x égale à racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Donc, dans notre cercle trigonométrique, voilà. Donc ici, nous avons notre racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Donc ça, ce sont les sinus et ça, c'est les cosinus. Donc, ça va renvoyer à ces deux valeurs-là. Et ces deux valeurs-là, ici, c'est pi sur 4. Et ici, c'est moins pi sur 4. Donc, comme nous sommes dans
On nous a dit moins pi sur 2, donc moins pi sur 2 est ici. Et moins pi sur 2 et pi sur 2 est là. Donc ça veut dire que toutes les solutions qu'on aura ici, c'est x égale à pi sur 4 et x égale à moins pi sur 4. Donc voilà donc les valeurs pour lesquelles ceci égale à 2. Et on passe à la question suivante. Voilà, la question suivante nous dit 2a montrer que E1 égale à 150 cosinus carré de x plus 50 sinus carré de x. Allons-y. Voilà, on va donc montrer que U1 égale à ceci. Donc, ici, on a UN plus 1 égale à 1 tiers de UN cos carré de x plus 50 sinus carré de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U1 égale à 1 tiers de U0 cosinus carré de x plus 50 sinus carré de x. Donc, on va donc remplacer U0 par 450. Donc, ici, ça va nous faire 1 tiers fois 450 cosinus carré de x plus 50 sinus carré de x. Ici, ça va nous donner 1 tiers fois 450. Ça nous donne bien 150 cosinus carré de x plus 50 sinus carré de x. Voilà, c'était tout. On passe à la question suivante. Voilà, la question suivante nous dit de déterminer dans moins pi sur 2 les valeurs de x pour lesquelles U1 égale à 100. Allons-y. Voilà, on va donc déterminer les valeurs de x pour lesquelles U1 égale à 100. Donc, on sait déjà que U1 le voici. Donc, U1 égale à 100 équivaut à 150 cosinus carré de x plus 50 sinus carré de x égale à 100. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On peut diviser tout ceci par 50. Ok, donc on peut diviser ici par 50 et on divise également ici par 50. Donc ça nous fait quoi? Ici par 50, ça va nous faire 3 cosinus carré de x. Ici par 50, ça va faire plus sinus carré de x. Et ici par 50, ça nous fait 2. Exactement ce qu'on a vu ici. Donc les valeurs de x, donc on va dire donc d'après le 1b, donc d'après la question 1b, x égale à pi sur 4 et x égale à moins pi sur 4. Voilà, on passe à la question suivante. Voilà, la question suivante nous dit, on prend x égale à pi sur 4 et on définit une nouvelle suite Vn par Vn égale à Un moins 30 pour tout n appartenant à grand N. On nous dit démontrer que Vn est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et il a raison. Allons-y. Voilà, on va donc déterminer que Vn est une suite géométrique. Donc on rappelle que Vn ici est géométrique s'il peut s'écrire sous la forme de Vn plus 1 ici. Ça peut s'écrire sous la forme de Vn plus 1 égale à Q fois Vn ou Q0. Voilà. Donc, ici, on va poser Vn. Donc, on nous a dit que Vn égale à Un moins 30. Voilà, Un moins 30. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vn plus 1, on va écrire sous cette forme-ci, donc Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 30. Voilà. Bon. À quoi est égal à Un plus 1? Oh, Un plus 1 égale à 1 sur 3 Un cosinus carré de x plus 50 sinus carré de x. On nous a dit que on va prendre x égale à pi sur 4. Donc, on va tout simplement remplacer x ici par pi sur 4. Si on remplace x par pi sur 4 ici, d'ailleurs, on aura 1 demi. Et ici, on aura également 1 demi. Donc, ici, on aura Un plus 1 égale à 1 tiers. Ici, 1 tiers fois 1 demi, ça fait 1 sixième. 1 sixième de Un plus 50 fois 1 demi. 50 fois 1 demi, ça fait 25. Donc, voilà donc notre Un ici. Donc, voilà donc notre Un plus 1. Un plus 1, ok. Donc, on va tout simplement remplacer cette expression-là ici. Allons-y. Voilà. Donc, on a donc remplacé Un plus 1 par sa valeur et on a fait moins 30. Voilà ça que j'ai écrit ici. Donc, ça veut dire que Vn plus 1 égale à 1 sixième de Un. On va faire 25 moins 30, ça fait moins 5.
Donc voilà donc notre Vn plus 1. Ok, donc c'est pas encore fini. On a dit qu'on doit le transformer sous forme de Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Donc Vn plus 1 étant égal à 1 sixième de Un moins 5, ça équivaut à Vn plus 1 égale à, on factorise par 1 sixième, on aura Un ici, et 1 sixième fois combien font moins 5, 1 sixième fois moins 30. Voilà, donc ici on a notre Vn, ici on a notre Vn plus 1, ça veut dire que Q égale à 1 sixième. Donc on a trouvé la raison de notre suite Vn. Maintenant on va trouver le premier terme. Donc premier terme V0. On sait que Vn égale à Un moins 30. Donc ça veut dire que V0 égale à U0 moins 30. Et U0 dans notre énoncé était égal à 450. Donc on aura ici V0 égale à 450 moins 30 qui est égal à 420. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 sixième et de premier terme V0 égale à 420. C'est ce qu'on va écrire. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici et on passe à la question suivante. Voilà, la question suivante nous dit d'exprimer Vn puis Un en fonction de n. Allons-y. Voilà, c'est ce qu'on va écrire. On va faire maintenant. Donc, on va commencer par exprimer Vn en fonction de n. Ici, on a vu que Vn est une suite géométrique de raison 1 sixième et le premier terme 420. Donc, on va utiliser ces données dans notre Vn en fonction de n. Donc, ici, Vn égale à V0 multiplié par Q exposant n. Donc, on va tout simplement remplacer V0 par sa valeur et Q par sa valeur. Donc, ici, on aura donc Vn égale à 420 multiplié par 1 sixième puissance n. Donc, tout ceci va nous donner Vn égale à 420 divisé par 6 puissance n. Donc, voilà donc notre Vn en fonction de n. On va donc chercher Un en fonction de n. Maintenant, on a vu que Vn égale à Un moins 30. Donc, on a vu ceci, ça veut dire que Un égale à Vn plus 30. Donc, on va tout simplement envoyer le 30 de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va donc remplacer ce Vn par ce qu'on a trouvé précédemment. Donc, ça va nous donner Un égale à 420 sur 6 puissance n plus 30. Donc, voilà donc notre Un. Et nous passons à la question suivante. Voilà, la question suivante, c'est un petit problème. On nous dit une machine d'entreprise dispose d'un réservoir ayant 450 litres de carburant. Elle est connectée à un appareil qui, chaque jour, ajoute dans le réservoir systématiquement au démarrage 25 litres de carburant et arrête la machine après qu'elle ait consommé les 5 sixièmes du carburant dans le réservoir avant le démarrage. On nous dit quelle est la quantité de carburant dans le réservoir à la fin du premier jour de fonctionnement. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe ici. On nous dit une machine d'entreprise dispose dans son réservoir 450 litres de carburant. Maintenant, on dit que cette machine est connectée à un réservoir qui, chaque jour, nous verse 25 litres au démarrage. Et on nous dit qu'il doit verser ces 25 litres lorsqu'il nous reste, lorsqu'on a consommé 5 sixièmes de ce qu'on avait dans notre réservoir. Donc ici, je serai au brouillon. On a par exemple notre réservoir là. Ici, c'est connecté à une machine. Ok, c'est connecté à une machine qui a de l'essence. Ok, maintenant, on nous dit ici que il verse 25 litres de carburant lorsque la machine aura consommé 5 sixièmes du carburant. Donc, après la consommation de 5 sixièmes de carburant, on doit ajouter 25 litres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici, je divise la quantité de mon carburant en 6, donc ici j'ai
1 part, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est rempli jusqu'ici. Donc, après avoir consommé 5 sixièmes, il va me rester 1 sixième de mon contenu que j'avais avant. La prochaine quantité qu'il y aura dans notre réservoir, c'est Qn plus 1. Et on nous a dit que lorsqu'il va rester 1 sixième de la quantité qu'on avait avant, donc lorsqu'il va rester 1 sixième de la quantité qu'on avait avant, on va nous ajouter 25 litres de la quantité sur cette quantité-là pour avoir la quantité suivante. Donc, à chaque fois qu'il reste 1 sixième de la quantité précédente, on ajoute 25 litres pour avoir la quantité suivante. Et on va continuer avec ce processus jusqu'à l'infini. Je ne sais pas combien de fois, jusqu'à ce que le carburant soit épuisé, si ça va s'épuiser, bien évidemment. Voilà. Donc, à chaque fois que je consomme cette quantité-là et qu'il reste 1 sixième, ok, on va ajouter 25 litres. Donc, voilà donc la définition de ce qu'on a dit dans le problème et c'est ce qu'on va mettre dans notre, c'est ce qu'on va exprimer avant de répondre à la question 4A. Voilà, donc on va donc dire Qn est la suite décrivant la quantité de carburant dans le réservoir. On nous a dit que pour avoir la quantité suivante, il faut d'abord qu'on ait 1 sixième de la quantité précédente et là on va ajouter 25 litres pour avoir la quantité suivante qui est Qn plus 1. Voilà. Maintenant, 1A nous demande quelle est la quantité de carburant dans le réservoir à la fin du premier jour de fonctionnement. Donc, ici, donc le processus ici, c'est par jour. Okay? Le processus que vous voyez là, c'est par jour. Donc, ici, on nous a bien dit que connecté à un appareil qui, chaque jour, nous ajoute 25 litres. Voilà. Donc, c'est un processus qui s'effectue par jour. Donc, ça veut dire que le premier jour, on aura Q1. OK? Donc, Q1 égale à 1 sixième de Q0 plus 25 litres. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va remplacer Q0 par la quantité qu'il y avait au départ, c'est-à-dire 450 litres. Donc, Q1 1 égale à 1 sixième fois 450 plus 25. Donc, on va calculer ceci. Donc, Q1 va nous donner 100. Donc, Q1 va nous donner 100 litres. Voilà. Donc, après le premier jour, on aura Q1 égale à 100 litres. Voilà. On passe à la question suivante. On nous dit déterminer la quantité de carburant dans le réservoir à la fin du 5e jour de fonctionnement. Allons-y. Voilà, on a vu qu'à la fin du premier jour, on aura 100 litres de carburant. Maintenant, pour avoir la fin du 5e jour, il faut qu'on ait d'abord la fin du 4e jour et on ne va pas calculer Q1, Q2, Q3, Q4. On a d'ailleurs, d'après la question 3B, on a la forme explicite de UN parce que n'oubliez pas que ceci ressemble beaucoup à UN. Ok, ça ressemble à UN. Voilà. Parce que UN ici, UN plus 1 c'est égal à 1 sixième de UN plus 25, c'est exactement ça ici. Donc, on va donc dire, donc d'après la 3B, QN égale à 420 sur 6 exposant N plus 30. Donc, on va donc chercher au 5e jour. 5e jour, c'est Q5. Donc, Q5 égale à 420 sur 6 exposant 5 plus 30. Donc, on va donc trouver que Q5 égale à 30,05 litres. Donc, au plus de 5 jours, il va nous rester 30,05 litres. Voilà. Et on passe à la question suivante. Voilà, la question suivante nous dit, est-ce possible que cette machine tombe en panne sèche? Sinon, quelle est la quantité minimale de carburant dans le réservoir à la fin d'un jour de son fonctionnement? Allons-y, on répond rapidement à cette question. Voilà, qu'est-ce que cette question essaie de nous dire? On nous demande que, on remarque que ici, regardez, après on était à Q0 égale à 450 litres. Ok? Maintenant, le jour déjà, il nous reste 100 litres. Au 5e jour, nous sommes déjà à 30,05 litres. Maintenant, on remarque qu'à chaque fois, ça diminue.
Donc, on est tenté de dire que cette machine va tomber à un moment donné en panne sèche. Donc, si on continue ce processus qui est défini là, si on continue ça jusqu'à l'infini, jusqu'à n jours, n'importe quel jour, jusqu'à l'infini des jours, est-ce que la machine va tomber en panne sèche un jour? Est-ce qu'il y aura à un moment donné un réservoir vide? C'est ce qu'on va donc voir ici. Voilà. Ici, pour répondre à cette question, on sait que Qn égale à 420 sur 6 puissance n plus 30. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que n représente le nombre de jours. Ok? Au 5e jour, on a calculé Q5. Ok? Maintenant, si on tend ce nombre de jours à l'infini, est-ce qu'à un moment donné, le réservoir sera vide? Donc, on va donc calculer la limite de Qn à quand n tend vers plus l'infini. Donc, ici, ça va nous donner limite quand n tend vers plus l'infini de 420 sur 6 exposant n plus 30. Voilà. Lorsque n tend vers plus l'infini, ceci tend vers plus l'infini. Donc, on aura un nombre sur l'infini. Un nombre sur l'infini, ça donne 0. Donc, on va faire 0 plus 30. Donc, ici, on aura 30. Est-ce qu'on aura une panne sèche? Non. Pas de panne sèche. Voilà. Donc, même si on continue avec le processus, on n'aura jamais de panne sèche. Voilà. Voilà, on nous a même demandé ici quelle est la quantité minimale de carburant dans le réservoir à la fin d'un jour de fonctionnement. Ici, la quantité minimale, donc, ici, il restait petit. On a calculé n à plus l'infini, on a trouvé 30. Donc, ça veut dire que la quantité minimale est de 30 litres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le carburant est encore dans le réservoir dans n jours, le minimal de ce carburant-là doit être de 30 litres. Donc, ça veut dire que si on répète le processus, la quantité minimale de carburant qui doit rester dans le réservoir, c'est 30 litres. Donc, ce sont ces 30 litres-là. Voilà. Et c'est tout pour la correction du probatoire C 2024, exercice 3 et 4. À bientôt pour la suite. Si vous avez aimé la correction, merci de liker et de vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Bye bye.